Si vous avez la lumière, si vous êtes pêcheur, vous avez besoin de l'énergie. Si vous êtes fermier, agriculteur, vous avez besoin de l'énergie. Si vous êtes forgeron, vous avez besoin de l'énergie. Si vous voulez, mes chères mamans, mes chères soeurs, mes chères filles, veulent faire par exemple de la glace, elles ont besoin de l'énergie. Autant on dit que l'eau est source de vie, autant on dit que l'énergie est source de développement et de richesse. Mais si vous avez ça, avec la volonté de travailler, vous allez travailler vous-même. Vous avez bien compris? Vous travaillez, pouvoir vous nourrir et être indépendant. L'emploi de la jeunesse. La jeunesse, rien que la jeunesse. L'emploi de la jeunesse. La santé, vous avez une santé solide. Nous allons introduire très prochainement le régime d'assurance maladie universelle pour assurer la sécurité sanitaire de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Une fois que vous avez la santé, tout en travaillant sur le côté éducation, vous allez pouvoir apporter votre sens de responsabilité pour travailler, créer la richesse vous-même. Vous travaillez, vous êtes un peuple travailleur. Il faut qu'on vous accompagne. Vous travaillez, vous produisez, on organise les marchés où vous allez vendre et vous avez le revenu, vous pouvez vous nourrir et prendre l'indépendance vis-à-vis des parents. Hein, les parents, maintenant, sont fatigués, ne peuvent pas s'occuper de vous, mes chers jeunes. Vous avez compris? Donc, voilà. C'est pourquoi je cours. Si les réseaux sont construits, la mise à disposition des compteurs qui existent déjà tarde à se faire. Notre suivi, c'est un suivi technique. C'est un suivi technique. Nous ne pouvons pas dire aux gens, avec une cravache, levez-vous et travaillez. Eux, ils ont la construction de réseaux moyenne tension. Ils ont la construction de réseaux basse tension. Et ils ont maintenant l'exécution des branchements chez les abonnés. C'est quand ils finissent construction moyenne tension, construction basse tension, et on a fait les essais électriques. Et maintenant, c'est concluant que maintenant, ils vont pour faire les branchements chez les abonnés. Tant que ces essais ne sont pas concluants, nous ne les autorise pas parce qu'ils vont griller les appareils des populations. Nous ne pouvons pas accepter. Donc, on est obligé de faire les normes qu'il faut respecter. Tant que ces normes ne sont pas respectées, on ne peut pas les autoriser à faire les branchements. Donc, c'est ça qui fait que parfois, il y a de lenteur. Mais maintenant, ces entreprises ont signé un engagement. Hein. Je pense qu'elles ont bien compris. C'est pas rentrer dans les oreilles de sourds. Elles savent qu'elles doivent vraiment accélérer pour respecter le délai fixé au chef de l'État. Sur le financement du Fonds d'électrification rurale et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, d'autres localités ont bénéficié de l'électrification rurale. C'est le projet 58 localités. Le chef de l'État s'est rendu aussi à Dogbo et à Koulekamé qui ont bénéficié de ce projet. La remarque totale, la remarque, c'est que tous les réseaux marchent en réalité. Mais le gros problème qui se pose, c'est le problème des compteurs. Parce que lorsque vous faites un réseau, et il n'y a pas de consommateurs, c'est quasiment un éléphant blanc. Et c'est ce que le président ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il incite surtout sur la mise à disposition des compteurs aux populations. Et donc, de façon globale, sur tout ce qu'on a parcouru, ce n'est pas que les réseaux soient construits. Les réseaux sont construits, mais il n'y a pas de véritable consommateur sur le réseau. C'est-à-dire que les compteurs ne sont pas mis à disposition. Et donc, alors, ce qui a été retenu dans cette affaire, c'est que les compteurs sont posés par les entreprises privées qui ont acheté les travaux. Donc, le chef de l'État a instruit pour que dès demain à 8 h, toutes ces entreprises soient convoquées au palais afin qu'on trouve ensemble une solution pour que les compteurs soient mis à disposition au plus tôt possible, le plus tôt possible aux usagers de ces localités-là. C'est-à-dire que tout faire pour que les compteurs soient installés dans un bref délai. Et donc, c'est ce qui a été retenu au cours de ce périple. L'électrification des zones rurales vise la réduction de la pauvreté. Ceci par la mise à disposition de l'énergie électrique pour les activités artisanales génératrices de revenus, pour l'éclairage, l'amélioration de la santé, de l'éducation, ce qui aboutit en général à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Direction Assemblée nationale pour évoquer des infrastructures routières. Les députés ont autorisé l'accord de prêt pour le réaménagement et la construction des routes Banikwara-Kerem aux frontières du Burkina Faso et Parakou-Djougou. Le premier projet est relatif à l'accord de prêt Distina entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement au sujet du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikwara-Kerérou, frontière du Burkina Faso, pour près de 23 milliards de francs CFA. Le deuxième est relatif au financement partiel du projet de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou-Djougou pour environ 4 milliards de francs CFA. Sur suggestion du président de l'Assemblée nationale, les deux dossiers ont été étudiés, portant sur un même sens d'intérêt. Il y a des efforts de construction, mais il y a comme une baisse d'ardeur au niveau de l'entretien de ce qui existe. Lorsque vous prenez la route d'Assa-Parakou, il y a l'insalubrité totale du port de péage de Dio. Ces routes-là sont extrêmement importantes, comme l'a souligné le président de la Commission, pour assurer la transversalité entre les frontières du Burkina et la frontière du Nigeria. Mais le retard que nous mettons vraiment à faire mettre en route ces projets, à les exécuter, pénalise le développement et nous sommes un pays pauvre. Cette remarque vaut également pour Parakou-Djougou. Je souhaiterais qu'elle fasse au moins une mission d'inspection et qu'on puisse repérer au niveau donc de ces voies-là. Aujourd'hui, il y a des portions où franchement, tout est gâté. Et que jusque-là, qu'on ne voie pas, qu'on ne fasse pas au moins quelques actions de réparation, ce n'est pas une bonne chose. Mais au-delà des suggestions, propositions et autres remarques, les députés ont à l'unanimité mis à la disposition du gouvernement ces autorisations de prêt pour près de 27 milliards de francs CFA. Ce projet de loi, dans le cadre de l'objet sus-indiqué, a été voté à l'unanimité des députés présents ou représentés. Voilà, c'était un reportage de Jérôme Hungo à Porto-Novo et non loin de Porto-Novo justement. Retrouvons à Adjoun le ministre Dossou Kodjo Simplice. Il est allé dans l'arrondissement de Tokota pour échanger avec les populations de cette localité. Des populations qui disent n'avoir jamais reçu un membre du gouvernement. Elles ont promis au ministre Simplice Dossou Kodjo tout leur soutien pour les projets de développement. Jérôme Hungo. Pendant que ces femmes marieuses travaillaient, le ministre Simplice Dossou Kodjo fit son apparition pour un voyage à pagaie sur le fleuve, puis à moto, pendant que l'attendaient les populations de Tokota. Un véritable signe d'amour pour les siens. Il s'agit d'un arrondissement enclavé au carrefour de 4 communes, Adjoun, Abomey-Calavi, Soava et Zé. Tokota a aussi bénéficié des réalisations du gouvernement. Le tracé de la voie à Young-Tokota, la construction des salles de classe dans toutes les écoles, des centres de santé et des bureaux de l'arrondissement, l'adduction d'eau dans tout l'arrondissement, le démarrage sous peu de l'électrification en énergie solaire et la construction des nouveaux châteaux d'eau de 20 mètres cubes dans l'arrondissement. L'arrondissement de Tokota subit aussi les affres de la transhumance, des malfrats et autres. Les doléances des populations sont relatives à l'installation d'un poste avancé de gendarmerie, les voies d'accès, les microcrédits aux plus pauvres, la promotion des fils et filles, l'électricité, l'eau potable et autres. Ce que vous souffrez, j'en souffre également. Et ce qui fait votre douleur est également ma douleur. Et je vois un président de la République, le docteur Yahi Boni, qui n'a jamais ignoré quelques régions, quelles que soient ces conditions. Aujourd'hui, je peux vous rassurer et je promets que toutes vos doléances seront portées à la connaissance de mes collègues de la santé pour ce qui est de l'équipement de votre maternité ou de votre centre de santé et également au niveau de mon collègue de l'enseignement maternel et primaire par rapport aux doléances qui concernent les écoles primaires. Les populations de Tokota se retrouvent parfaitement à travers ces promesses de leurs frères. Sachez que toute la population de la commune d'Adjoun en général et celle de Tokota en particulier vous déclare à travers ma voix leur soutien indéfectible et vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et les échéances
à venir. Maman ministre de l'Ato et puis mon père. Nous avons pris l'engagement de vous accompagner afin de montrer au chef de l'État que toutes les communes de la vallée le soutiennent et le soutiendront jusqu'à son dernier jour. Ce n'est que le début, ont-ils affirmé, prenant l'engagement de boucler tous les hameaux derrière le ministre Simplice Dessou Kodjo. À Djougou, c'est la présentation des candidats de la liste FCBE aux législatives qui retient l'attention. Les deux titulaires et leurs suppléants ont fait le tour de plusieurs arrondissements de la commune de Djougou pour se faire connaître de la population. C'était sous le regard de Emerida Pessoton. Ils sont accueillis avec grande ferveur dans les différents arrondissements de la 13e circonscription électorale Djougou. Il s'agit des candidats retenus sur la liste Foscoré.Béné émergent pour les législatives prochaines. Les deux titulaires, Alassane Soumanou et Athanase Yaya, suivis des suppléants Salifou Mamam et Bidanoum, qui lui n'est pas présent à cette cérémonie de présentation. Le premier arrondissement à accueillir la délégation, c'est Bareilles. On ne change pas une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne et une équipe qui développe, qui peut développer le pays. C'est pourquoi nous avons accepté une fois encore votre choix, votre désignation, en nous demandant de prendre le devant. Et vous savez bien que Gatteri est un bon parleur, Gatteri est un bon communicateur. Il ira défendre vos problèmes. Il ira parler en votre nom. C'est une journée sans répit pour ces candidats FCBE aux prochaines législatives. Car après Bareilles, qui est le point de départ, la délégation a parcouru 4 autres arrondissements, à savoir Toko, Gaunga, Foyo et Barienou. À chaque endroit, c'est la liesse totale, preuve de l'adhésion de la population à la base aux candidats choisis. D'ores et déjà, monsieur le ministre, je puis vous assurer que pour les prochaines joutes électorales, les populations de la Donga se mobilisent. Les enseignants de la Donga se mobiliseront derrière vous pour triompher, pour faire triompher la liste que vous conduisez, ainsi que celles qui ont reçu votre bénédiction. Entre ceux qui peuvent et ceux qui veulent, vous avez compris très tôt qu'il faut prendre ceux qui peuvent. Parce qu'en politique, vouloir n'est pas pouvoir. Vouloir n'est pas nécessairement pouvoir. Le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Et c'est parce que nous avons besoin de vous que nous sommes venus nous présenter à vous. La présente tournée de présentation des candidats FCBE en lice à Djougou n'est qu'une première étape. Ces prétendants au Parlement promettent sillonner tous les arrondissements de la circonscription électorale pour se faire connaître des populations afin de préparer le terrain pour de belles victoires. Sur un autre registre, le FNPEJ renforce les capacités de ses services financiers décentralisés, ceux du septentrion en tout cas. Amadine Aniamboso nous apprend qu'un atelier d'appropriation du nouveau dispositif d'intervention du fonds a été organisé à leur intention à Parakou. Cet atelier d'appropriation du nouveau dispositif d'intervention du FNPEJ intervient après la notification de lettres de crédit aux jeunes entrepreneurs du Septentrion. Il vise à faciliter davantage la tâche des services financiers décentralisés, partenaires du FNPEJ sur le terrain. Nous avons jugé normal qu'il faudrait que tout ce monde-là soit réuni ensemble pour pouvoir s'approprier le nouveau dispositif d'intervention du FNPEJ au profit de la jeunesse et aussi pour pouvoir nous faire des propositions parce que nous avons décidé au niveau du FNPEJ de ne pas rester dans l'immobilisme, de ne pas avoir des mécanismes caducs et il faudrait que nous adaptions aux propositions, aux suggestions pertinentes des uns et des autres afin de répondre avec efficience à la problématique de l'emploi, de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. On pourrait atteindre ces objectifs et parvenir à de fructueux résultats sans une disposition particulière de l'esprit qui s'ouvre pour recevoir et également pour donner. Ce qui demande un esprit d'ouverture et de coopération.
Il a été donc question au cours des travaux d'expliquer aux participants l'itinéraire à suivre pour accéder au financement du FNPEJ. Le FNPEJ ne finance plus de façon tout azimut les activités des jeunes. Nous avons ciblé 3 secteurs porteurs et qui ont un impact direct sur la population à la base. Et ces secteurs que nous finançons sont l'agrobusiness, le tourisme et l'artisanat. Donc le jeune qui est âgé de 18 ans à 40 ans et qui a des projets qui concernent ces secteurs, il peut aller se faire élaborer son plan d'affaires par les BPC et d'autres structures telles que Hunger Project, telles que l'ONG Bouge, telles que CEDEL. Une fois qu'il a son plan d'affaires, il va faire estampiller cela par l'ANPE qui est la porte d'entrée pour les jeunes de 18 ans à 40 ans. Et une fois qu'il se fait enregistrer au niveau de l'ANPE lui donne les contacts et les références des SFD, des systèmes financiers décentralisés, donc les institutions de microfinance qui opèrent dans ce département. Il est à préciser que l'appropriation de ce nouveau système permettra de fluidifier les efforts du FNPEJ afin d'atteindre les objectifs fixés. Ressortons de Parakou par ce clin d'œil au livre, le livre s'il vous plaît. C'est le mot d'ordre de mobilisation des élèves des lycées et collèges de Parakou. Ils ont battu le macadam pour appeler à la création des bibliothèques scolaires. À ce sujet, la coopération décentralisée Parakou-Orléans a été saluée. L'initiative émane de l'Agence pour le rayonnement culturel des communes du Bénin. Un reportage signé Aziz Alabé. La jeunesse scolaire de Parakou célèbre la coopération décentralisée Parakou-Orléans. C'est autour du livre qu'ils portent l'essentiel de leur message à travers une caravane entrecoupée d'escales. Nous sollicitons à travers cette marche du cœur pour le livre, pour ceux qui ont du cœur, qu'ils pensent à cette jeunesse. Ceux qui ont du cœur, qui se disent que l'éducation aujourd'hui n'est pas ce que vous souhaitez. Donc chacun doit faire un effort et mettre du sien. L'appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ici, l'on s'engage à accompagner l'initiative. Au nom de toute l'administration de la DDS-FTP Ridge Borgo Alibori, nous avons bien saisi votre message. Et nous nous engageons à vous soutenir dans ce sens-là. Au point de chute de la marche, les élèves des lycées et collèges rendent hommage à l'amitié Parakou-Orléans. Chacun des représentants des deux villes apprécie la portée de l'initiative. Il s'agit de notre projet clé concernant la jeunesse et concernant l'éducation. Les résultats scolaires à la fin de l'année sont frappants. C'est quelque chose qui reste aujourd'hui nécessaire et compter sur notre participation. Nous avons voulu, au niveau des 2 conseils municipaux, perpétuer ce grand projet parce que c'est un projet bien orienté vers la formation des cadres de demain. Et si nous voulons des ressources humaines de qualité, nous devons nous concentrer à ce secteur. Après la marche, en soirée du lendemain, le projet de dynamisation des bibliothèques de Parakou a lancé officiellement la 5e édition du concours de la meilleure bibliothèque de la ville. La compétition va mettre aux prises 16 établissements scolaires afin d'évaluer les capacités artistiques et culturelles des apprenants. De proximité au Bénin ou comment associer les citoyens aux dispositifs sécuritaires classiques, l'idée fait son chemin de plus en plus et à Boycon, décideurs, policiers et autorités locales et même sociétés civiles se sont retrouvés pour élaborer une entente. Gilles Dansou nous fait part de cette initiative. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne, confère l'article 15 de la Constitution béninoise. Il est question au cours de cette rencontre d'améliorer les rapports entre la police de proximité et les populations. Le préfet des départements du Zouk-Colline indique: la sécurité publique doit être la première redevance de l'État à ses citoyens. Parce que un État
d'insécurité n'en est plus un. Pour le ministre de l'Intérieur, la sécurité doit être l'affaire de tous. Les forces de sécurité et les populations doivent nécessairement collaborer. Les forces de sécurité publique paraissent alors aux yeux des populations comme un mal nécessaire, un pis-aller. Il est également indéniable que les actions des forces de sécurité qui bénéficient d'une bonne collaboration des populations aboutissent toujours à de bons résultats. Il est alors nécessaire d'améliorer au quotidien les rapports entre les forces de sécurité et les populations bénéficiaires. C'est dans ce contexte que mon département ministériel a initié le présent atelier avec l'appui technique et financier de la Fondation Hans et Seidel. Est-il besoin encore de nous rappeler le climat sécuritaire actuel au niveau régional voire mondial, caractérisé par des crimes transfrontaliers avec des actes terroristes des groupes Boko Haram et djihadistes. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, avec l'accroissement démographique et l'évolution des mœurs, nous avons besoin de concours de toutes les couches sociales pour maintenir la paix et la sécurité qui règnent dans notre pays et constituent l'un des principaux indices de l'enracinement de notre démocratie. Plusieurs communications sont inscrites au programme de cet atelier. Gilles Dansou nous convie à présent à Bétékoukou, c'est dans la commune de Dassazoumé. Là-bas, l'ambassadeur du Japon au Bénin entend mettre de l'eau potable à la disposition des populations à la base. Il a financé la construction d'une station d'épuration d'eau et voici l'ambiance à l'inauguration de cette infrastructure. C'est de cette partie du fleuve Ouémé que l'eau est tirée pour alimenter cette station d'épuration. Un dispositif bien élaboré par la société japonaise Yamaha, une société qui a mis son expertise en jeu de la conception du projet jusqu'à sa réalisation. La fondation IFE, cheville ouvrière de ce chef-d'œuvre, exprime toute sa gratitude au gouvernement japonais pour tout son soutien. Cette infrastructure qui revient à 60 millions de francs CFA est entièrement financée par le Japon. Devoir de reconnaissance. Comment peut-on comprendre que des populations installées au bord de nos grands fleuves ne puissent pas avoir accès à l'eau potable en toute saison? Le système Yamaha était donc la solution pour nous. Le 11 mars constitue une date mémorable pour le peuple japonais. Il y a vraiment 4 ans, au Japon, il y avait un tremblement de terre magnifique qui ravage le nord-est du pays, qui a coûté la vie de plus de 15 000 personnes et plus de 2000 personnes disparues. À ce moment-là, nous avons senti tous les amis du monde entier, tous les amis du Bénin, nous soutiennent. Une minute de silence pour commémorer cette date et le Japon pose un acte inoubliable ici à Bétékoukou. Depuis longtemps, le Japon a accordé un financement pour la création des installations de l'eau potable au Bénin. Jusqu'ici, je peux citer, nous avons pu réaliser plus de 1100 infrastructures, que ce soit des forages, points d'eau, des châteaux d'eau. Voilà le résultat que nous avons réalisé dans ce domaine avec les Béninois. Cette station peut fournir plus de 8000 litres d'eau par jour. Toutes les interventions sont allées dans le sens de l'entretien de ce joyau car l'eau, dit-on, est source de vie. Bien sûr, le Bénin fait cas d'école en matière de microfinance. Après Cotonou et Calavi, une délégation de la Côte d'Ivoire s'est rendue dans le Mono pour visiter quelques unités de production cosmétique et sites de maraîchères. Comé et Grand Popo sont les deux localités qui ont accueilli la délégation.
C'est l'unité de production de la spiruline de Kpaou qui a d'abord accueilli la délégation ivoirienne venue s'imprégner de leur mode de fonctionnement et de financement. Après une visite guidée des locaux, suivie d'explications, elle s'est rendue par la suite dans le Mono pour le même exercice. À Comé, 2 petites entreprises bénéficiaires de crédits ont aussi accueilli la délégation ivoirienne. Ce que nous notons avec satisfaction, c'est vraiment l'engagement de chacun des promoteurs ou des groupes de promoteurs pour s'occuper et lutter efficacement contre la pauvreté. Et nous sommes très satisfaits. Il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons eu plusieurs poches, plusieurs opportunités qu'on pourrait offrir donc à la population ivoirienne. Parce qu'on vient de découvrir non seulement les niches des marchés à offrir à la population ivoirienne, mais les solutions aussi qui répondent donc aux besoins de ces marchés-là. À Grand Popo, sur un site de maraîchers, plusieurs groupements attendaient aussi la délégation. Le dernier comité interparlementaire de l'espace Lieumoa qui s'est tenu au Bénin s'est beaucoup inspiré de l'expérience béninoise pour déjà faire évoluer, pour faire des plaidoyers auprès des gouvernements de l'espace Lieumoa et aussi des parlements dans le cadre de la mise en place des fonds nationaux. Le dispositif béninois en termes d'accès au crédit participatif est unique. Et à l'instar de la Côte d'Ivoire, plusieurs pays africains s'en inspirent déjà. Je peux citer le Gabon, je peux citer le Burkina Faso, je peux citer le Togo et d'autres pays. La Côte d'Ivoire vient pour la 2e fois. C'est la preuve tangible de ce qui se fait au Bénin nourrit beaucoup d'espoir. Ce qui se fait au Bénin constitue des éléments importants pour eux à tirer, des expériences importantes à tirer, à internaliser. Nos autres qui sont arrivés veulent comprendre un peu l'ancrage institutionnel du Fonds national de la microfinance, ça les intéresse beaucoup. La stratégie d'intervention du Fonds national de la microfinance pour ne pas perturber le secteur financier classique, ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre aussi tout le dispositif institutionnel et opérationnel qui gouverne le fonctionnement du Fonds national de la microfinance. Et lorsqu'ils regardent ça, en les comparant à leur structure, ils se rendent compte quand même qu'il y a de grandes nouveautés qu'il faut quand même copier et adapter à la réalité de leur pays. En avril prochain, la Côte d'Ivoire lance un nouveau programme d'appui aux jeunes et la présente mission au Bénin pourrait l'aider à réussir ce programme. L'école supérieure Jean-Michel Faucon vient de livrer sa toute première promotion en génie civil et en biologie humaine. Ils étaient au total 16 nouveaux diplômés à recevoir leur parchemin en licence professionnelle. C'était samedi dernier sous le regard de Enoch Humpati. Ils se sentent désormais aptes à vendre leurs compétences. 3 années durant, ils ont été formés dans les domaines de la santé, de la recherche scientifique, des bâtiments et ouvrages d'art. La formation des titulaires de licences professionnelles qui sont rentrés majestueusement dans la salle tout à l'heure a été organisée avec l'alternance entre la théorie et la pratique déjà au sein de l'école et également au cours des stages organisés dès la fin des 2e, 4e et 5e semestres avec des objectifs variés et des durées allant de 4 à 6, voire plus de 3 mois pour la fin de la formation. Le directeur général de l'école supérieure Le Faucon, à son tour, a invité les nouveaux diplômés à ne pas dormir sur leur laurier. Vous avez choisi un métier où l'erreur n'est pas permise. Pour ceux qui sont en biochimie, il suffit de faire une erreur de dosage pour qu'un malade passe de vie à trépas. Ceux qui sont en génie civil, c'est un métier de risque. Il suffit de mal construire un bâtiment et vous avez les informations par les presses. Donc, continuez à vous perfectionner et l'école va vous soutenir. La représentante des récipiendaires a saisi la balle au rebond pour lancer un appel aux autorités en charge de l'enseignement supérieur. À monsieur le représentant du ministre d'État de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vous voudrez bien, très respectueusement,
transmettre au gouvernement nos souhaits d'être autorisés à compétir lors du prochain recrutement des APIV. Pour assurer une formation de qualité à ses étudiants, l'ESF a pris le soin de s'attacher les services de la prestigieuse université publique, l'université d'Abomey-Calavi. Par ailleurs, les programmes de formation de cette école ont reçu l'homologation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des accords de partenariat ont été également signés au cours de cette cérémonie. Loisir, un instant de détente pour un nouveau départ. Les journalistes de la rédaction de la télévision nationale ont tenu leur fête annuelle samedi dernier. Loin des plateaux et autres lieux de reportage, l'heure était à la distraction pour refaire le plein d'énergie. Voici avec Loris Kouno les images d'un dîner de gala entre collègues à l'hôtel Seaview de Fidjrosé. La rédaction de la télévision nationale est en fête. Des journalistes se trémoussant sur une piste, ça n'arrive pas souvent. Pour une fois, ils ont délaissé caméras et micros pour s'éclater. 3 mois après la période générale des fêtes où ils étaient occupés à mettre les autres en scène. Aujourd'hui, ils se défendent. Quand la rédaction est en fête, nul ne veut se faire compter l'événement. Des conducteurs de véhicules administratifs aux réalisateurs, en passant par les monteurs et cadreurs, ils étaient tous présents à ce buffet fraternel ouvert par une prière. Tout ce que nous allons faire ici aujourd'hui, que tout ceci glorifie ton nom. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de notre Seigneur Jésus. Moment de réjouissance et de gaieté entre ces agents de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. L'occasion était tout aussi indiquée pour ces derniers de prendre des engagements pour un nouveau départ. Vous savez, nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Nous évoluons avec un stress permanent. Et je crois que les retrouvailles de ce soir ou de cette nuit, c'est tout comme si on venait prendre de la vitamine. Parce que bientôt, c'est les élections législatives, immédiatement suivies des communales, municipales et locales. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous n'avons pas le droit de nous tromper. Nous avons le droit de travailler tel que nous travaillions depuis et tout se passe dans de bonnes conditions. Autre soirée festive, celle qui a marqué la fin de la 13e édition des journées annuelles de l'Association africaine de coton, c'est l'ACA. La Société nationale pour la promotion agricole, SONAPRA, a offert un dîner aux différentes délégations d'associations cotonnières qui ont séjourné en terre béninoise durant 72 heures. L'occasion était également tout indiquée pour vendre les mérites de l'or blanc béninois. C'était vendredi dernier et voici le reportage de Loris Kouno. Un dîner d'affaires pour échanger sur la promotion de l'or blanc africain. L'initiative de la Société nationale pour la promotion agricole, SONAPRA, et marque ainsi la fin des 13e journées de l'Association cotonnière africaine ACA. Au terme de 3 jours de discussion sur le thème « La filière cotonnière, un levier pour la sécurité alimentaire », ces participants venus des 4 coins du monde repartent chez eux, satisfaits des perspectives du coton africain. Je suis frappé par la participation et la motivation. Bien que le contexte international soit assez difficile, on peut être optimiste parce que l'Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest en particulier, le Bénin en particulier, ont beaucoup d'atouts et d'opportunités dans un contexte qui est difficile. Et notamment la motivation des acteurs de la filière. L'occasion était tout indiquée pour le patron de la SONAPRA de vanter les mérites du coton béninois. Avec le retour de la SONAPRA, la production a doublé en 3 campagnes. De 174 000 tonnes en 2011-2012, elle
devrait s'établir à plus de 360 000 tonnes au titre de la campagne 2014-2015. À ce jour, nous sommes déjà à 299 393 000 tonnes achetées auprès des producteurs dont je salue la présence parmi nous ici, de leurs représentants. CDI travaille au Bénin depuis 1972, donc le coton béninois, on le commercialise depuis très longtemps et puis c'est un produit qu'on connaît bien, qu'on aime bien, qui est un bon produit, qui a une bonne réputation et on est fiers de commercialiser le coton béninois parce qu'on a des acheteurs qui nous en réclament régulièrement. Une vente à l'américaine organisée sur place a permis aux représentants de la compagnie cotonnière Copaco, basée à Paris, d'adjuguer 100 tonnes de coton. Voilà, ici se referme votre journal. Suivez à 21h le documentaire de la radio rurale à Radio Alafia. À 21h30, le feuilleton The Wild. À 22h, un entretien qui remet au goût du jour les valeurs à préserver. Puis à 23h30, comme d'habitude, le journal de la nuit. Retrouvez déjà ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.